Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Comme chaque jeudi, nous parlons santé dans votre magazine Santé. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les troubles causés par l'alcoolisme fœtal. La consommation d'alcool pendant la grossesse peut causer de graves retards de croissance, de malformations aussi chez les enfants. On en parle avec notre invitée ce soir, la docteure Marie-Dominique Lamblin, pédiatre et neurophysiologiste au CHU de Lille et à Jeanne de Flandre. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de l'alcoolisme fœtal et on commence tout de suite avec quelques chiffres. 1344 bébés atteints du SAF, donc du syndrome d'alcoolisme fœtal. Ce sont les derniers chiffres relevés par an dans notre région, dans les Hauts-de-France. 20% des femmes continueraient à boire de l'alcool pendant leur grossesse, selon les derniers chiffres également. Alors, près de 1400 bébés atteints, c'est beaucoup trop, évidemment. Est-ce que c'est un chiffre en augmentation, en baisse sur les dernières années chez nous dans la région ? Non, c'est pas en augmentation. On n'est pas une région non plus trop au sommet des consommations, quoi qu'on en pense. Et en fait, le Nord-Pas-de-Calais, ça se rapproche plutôt de 1000. Donc 800 à 1000. Donc si on considère vraiment notre région, c'est beaucoup 1300 par rapport en Haute-France. Non, on est dans la moyenne. On est plus haut, c'est l'île de la Réunion. Si on considère tout ce qui se passe en France. D'accord. La dernière, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on est dans la moyenne des chiffres. Mais bon, c'est trop. Hein. C'est quelque chose qu'il faudrait absolument éviter, puisqu'on pense toujours aux causes génétiques, aux causes lésionnelles. Mais là, les toxiques, on y pense moins. Et finalement, on banalise trop la prise d'alcool. Et surtout au début des grossesses, où parfois on n'est pas conscient d'être enceinte, et on peut prendre des grandes quantités, surtout quand on est jeune. Actuellement, et culturellement, dans la jeunesse, et les femmes boivent plus qu'à notre époque dans certains milieux. Hein. Est-ce que c'est quoi exactement l'alcoolisme fœtal ? À partir de quand on parle d'alcoolisme fœtal pour Il y a différents degrés. Il y a le syndrome complet du SAF qui, heureusement, se voit quand même moins dans notre région qu'avant, en pédiatrie, quand je parle de ma discipline. Et celui-là, il était caractéristique, avec une dysmorphie, des bébés qui étaient trop petits, retard de croissance et des petites têtes, et qui avaient aussi donc des troubles neurologiques importants. Maintenant, le problème, c'est que les prises d'alcool sont peut-être moins fortes, du coup, mais continuent et pendant la grossesse, donc elles donnent des lésions qui vont se voir que plus tard. Quand l'enfant va grandir, il aura des troubles du comportement, il aura aussi plus tard, après l'âge de la scolarisation, des troubles des apprentissages. Ah, on s'en rend pas forcément compte non, tout de suite, pas tout de suite, mais seulement si la mère se pose des questions, qu'elle vient consulter. Donc là, on va pouvoir prendre en charge assez vite ce problème. Et ce qui est très important, c'est d'essayer de diminuer le potentiel lésionnel dû à l'alcool, qui est le plus gros neurotoxique par rapport à toutes les substances psychoactives. Mais sur les lésions un peu plus tardives, là vous parliez d'enfants un peu plus grands, du coup, oui. Comment vous faites pour faire le lien ? C'est en posant des questions ? C'est en posant des questions aux mamans et... Bon, forcément, il y a un déni, hein, si elle va pas donner le diagnostic tout de suite, mais il faut essayer de l'amener à comprendre le problème de son enfant. Alors soit il y a peut-être aussi d'autres causes. C'est quand on a éliminé aussi d'autres causes qu'on va s'orienter encore plus sur cette raison qui a donné ce trouble chez son enfant. Encore une fois, les difficultés sont aussi dans les apprentissages, les troubles des fonctions exécutives et les troubles du comportement qui font que ce sont des enfants qui vont, en grandissant, faire beaucoup de bêtises, pas se remettre en question, ne pas comprendre qu'on leur dise que c'est pas bien et recommencer. Donc trouble de la personnalité, voilà. Et un peu aussi chez l'adulte, hein, forcément, en grandissant, des troubles psychiatriques, puisque à force d'être rejetés de la société, parce qu'ils sont des troubles de socialisation, ils vont développer des troubles psychiatriques et vont forcément, pour compenser, ils vont continuer à boire, ce qui va entraîner un cercle vicieux si eux-mêmes ont des enfants. Alors, on a une question de Adèle de Cambrai qui se dit, même si je bois un verre d'alcool pour mon anniversaire, est-ce que ça peut être dangereux pour mon bébé ? Ça fait peut-être partie un peu des idées reçues, justement. Oui, un verre d'alcool sur une grossesse, bien sûr qu'on ne va pas culpabiliser cette maman, mais le faire volontairement, il faut peut-être mieux l'éviter. C'est autant donner le maximum de chance à son bébé.
le problème. Parce que même quelques gouttes en début de grossesse, même tout au long de la grossesse, c'est un neurotoxique. Donc on ne sait pas un seul verre, on n'aura pas la quantité de neurones qui seront touchés par ce verre, mais on ne va pas culpabiliser cette mère si elle l'a fait sans savoir qu'elle était enceinte. Mais quand on est vraiment enceinte, consciemment, c'est un peu dommage. Autant essayer d'éviter. Mais parce que clairement, pour avoir le maximum de chances pour son bébé, tout passe. Ce qu'on boit, ça passe dans le fœtus. Ça passe entièrement travers le placenta, c'est pas du tout filtré, donc le bébé reçoit tout l'alcool. Qu'est-ce que ça lui fait dans son petit corps, sa petite tête ça a une potentialité essentiellement sur les cellules du cerveau en maturation, et donc ça va empêcher la croissance des cellules, ça empêche les migrations neuronales, donc ça diminue les cellules, les couches corticales du cerveau, et de le rendre donc moins performant que ce qu'il aurait pu être. Bon, bien sûr, si on ne sait pas et qu'on a appris un peu, on ne va pas se culpabiliser toute sa vie, et c'est pas la peine. Oui, c'est forcément. pas forcément la raison pour laquelle l'enfant il aura peut-être des difficultés plus tard s'il a eu qu'un verre ou deux. Le problème, c'est les binge drinking aussi, des jeunes filles maintenant qui sont susceptibles d'être enceintes, qui ne le savent pas, qui sont dans un état tel que parfois il peut y avoir une grossesse. Mais c'est-à-dire à combien de semaines, du coup? On est au tout début d'une grossesse? Au tout début de la grossesse, on ne le sait pas encore. Donc, et ça peut déjà occasionner des lésions. Et vous en voyez ce genre de patientes, du coup, ces profils-là? Oui. Parfois, il y a des grossesses, les personnes ne se rendent pas compte, elles n'ont jamais été enceintes tout d'un coup, et puis à 4 mois, 5 mois, et puis elles ont continué à boire sans savoir. Et donc ça, c'est un problème actuel de banalisation de l'alcool pour les femmes. Il faut qu'elles prennent conscience quand même de ça, prendre une contraception. On a le droit de boire, c'est pas un interdit, bien sûr. Au contraire, c'est très festif, culturellement, c'est très agréable. Mais bon, autant avoir Mais les patientes que vous voyez, du coup, ce sont des femmes, des patientes qui sont, entre guillemets, malades de l'alcool, parce que l'alcool est une maladie chronique. Il y a toutes sortes de niveaux d'alcoolisation. Il y a l'alcoolodépendance, qui est une toxicomanie, qui est parfois l'alcoolisme caché. Et puis, il y a aussi des alcoolismes mondains. Et là, vous savez jamais que la personne boit, elle se cache. Et il y a aussi des alcoolismes donc culturels et mondains, donc où on est obligé de boire pour faire bonne figure. C'est aussi même ça. Quand on a le ventre arrondi. Parfois, oui. Mais alors maintenant, non. Maintenant, ça commence vraiment à être passé dans le langage commun, qu'il faut cesser d'inciter les femmes à boire quand elles sont enceintes, quand même. Oui. Justement, l'importance, c'est la prévention, elle est primordiale. Est-ce qu'on a du retard, justement, sur la prévention? Il y a le SAFTON, donc ce mois-ci, c'est tout un mois de campagne de sensibilisation. Il n'y a quand même pas assez de discours pour prévenir, assez de documents donnés aux femmes qui viennent en maternité ou qui viennent consulter les gynécologues ou les obstétriciens ou les médecins généralistes pour les informer des risques. Et puis, donc, c'est très important. Le SAFTON, il a ce but-là d'informer, de faire tenir des stands tout ce mois-ci, toute cette semaine. Ici, dans la région, dans la région, il y en aura à Jeanne de Flandre, il y en aura à Dunkerque, on tiendra une conférence pour évoquer le problème. Et puis, l'AMPA, le ARS Addiction Hauts-de-France organise une journée d'information pour les professionnels de santé le 16 septembre, ouvert à tout le monde. Et donc, on parle de soins, mais aussi de prévention et de prise en charge d'enfants susceptibles d'être atteints. Donc, il y a beaucoup de catégories professionnelles qui sont concernées par le problème. Le but, c'est vraiment d'informer tout le monde, les services sociaux, les PMI, les centres qui reçoivent des personnes toxicomanes ou alcoolodépendantes. Tout le monde doit être informé de ce risque pour essayer de faire de la prévention. Même si une femme a eu un bébé atteint, il faut essayer d'empêcher que ça recommence sur une grossesse suivante. Il peut guérir ou pas? Non, s'il a été touché, il ne guérit pas. Et on peut l'améliorer si sa prise en charge neuropédiatriquement ou pédiatriquement est précoce, et au niveau des paracliniciens qui peuvent l'aider à grandir, les psychomotes, les ergots, pour empêcher que son déficit soit trop important. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. Effectivement, on est là aussi pour faire des focus sur des thèmes comme ça de santé. C'est important. Vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal de la santé.
Et on dépasse les 80% de nordistes vaccinés dans le Nord-Pas-de-Calais. Les gros centres de vaccination installés au printemps vont donc réduire la voilure. Exemple avec le Zénith de Lille qui fermera le 18 septembre prochain. C'est confirmé. Les spectacles reprendront quelques jours après le 25. L'enceinte va donc renouer avec son cœur de métier pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Les créneaux seront donc désormais réservés au centre Paul Boulanger, au CHU de Lille. Si vous n'êtes pas encore vacciné, que vous avez plus de 50 ans, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Institut Pasteur de Lille. Il vient de lancer son essai clinique après plusieurs mois de recherche. L'Institut travaille sur un médicament, un suppositoire pour soigner les patients atteints du Covid. Mais avant de le commercialiser sur le marché, évidemment, il faut le tester. Une personne pour l'instant a été trouvée, mais l'Institut Pasteur de Lille en cherche de nouveaux. Et puis le pass sanitaire pour les adolescents, pour les 12-17 ans, sera bien appliqué à partir du 30 septembre prochain, à la fin du mois. Test négatif ou schéma vaccinal pour aller au cinéma, au restaurant. Pratiquer également une activité sportive pour laisser le temps aux plus jeunes adolescents de se faire vacciner. Ce sésame ne s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Dominique Lamblin, pédiatre donc au CHU de Lille à Jeanne de Flandre pour parler donc alcoolisme fœtal. Merci à vous. Merci.